le représentant des imams qui est en train de faire la lecture du Coran. Quelques versets du Coran, quoi. La marche du monde, Valérie Nivelon. Suite de notre émission consacrée au Mali, et j'en profite pour saluer chaleureusement tous nos auditeurs et amis et leur dire toute notre affection et notre soutien. Deux stars maliennes sont aujourd'hui dans la marche du monde. Il s'agit des imams Mahmoud Dicko et Ousmane Aïdara. Ils sont respectivement présidents et vice-présidents du Haut Conseil islamique. Notre correspondant David Bachet les a rencontrés séparément à Bamako afin qu'ils nous donnent chacun leur point de vue sur les relations historiques entre islam et politique au Mali. Après la colonisation et l'indépendance, nous évoquons maintenant les années 90. Je ne démissionnerai pas, mon gouvernement ne démissionnera pas, parce que je ne suis pas l'élu de la seule opposition, je suis l'élu du peuple malien. En 1991, Moussa Traoré est renversé. Est-ce une bonne nouvelle pour l'islam au Mali ? Anga Mali fama ou que ça soit Moussa Traoré do fama oredo anti fama shidon Mali kono min nana kaslamé akele parce que Moussa Traoré kunkuka di be Moussa, comme tous ceux qui ont eu à diriger le Mali, aucun n'était quelqu'un qui était contre la religion musulmane, de sorte que ça pouvait poser un problème aux musulmans pour la pratique de leur religion. Et donc de ce fait, on ne peut pas dire que tel président Moussa Traoré a freiné l'islam. C'était un président dont son temps c'était la dictature. À l'époque, il partait à la mosquée, il priait et il laissait les musulmans faire leur religion comme bon leur semble. Pour Chérif Ousmane Madani Aïdara, la dictature de Moussa Traoré ne privait pas les musulmans de leur liberté de culte. Mais le renversement de Moussa Traoré et la démocratisation du Mali sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré a favorisé le développement de nombreuses associations musulmanes, comme le rappelle Jean-Louis Hamzel de l'École des hautes études en sciences sociales. Je crois que ce qui s'est passé, si vous voulez, avec la démocratisation, d'abord il faut rappeler que la démocratisation, ça s'est traduit aussi par la décentralisation. Et donc c'est une politique qui a donné beaucoup plus de pouvoir aux associations, aux pouvoirs locaux. Il y a une espèce de démultiplication du pouvoir et aussi de la corruption, parce que l'explosion de la corruption existait bien sûr sous le régime de Moussa Traoré, sous le régime militaire, mais elle était, disons, plus limitée à un clan, entre guillemets, de la famille du président, disons, sa femme, son beau-frère, etc., qui redistribuait à l'intérieur de certains canaux parentaux, clientélistes, etc. Mais avec la démocratisation et aussi la décentralisation, il y a eu une explosion de la corruption et une explosion aussi, comment dirais-je, de toutes les associations au Mali. Bon, est-ce que ça a été favorable à l'islamisation du Mali avec l'aide des pays arabes, des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Je suis pas sûr. Je crois que c'est un mouvement de fond. Il y a un mouvement de réislamisation de fond de la société malienne, alors qui peut certes profiter d'un financement étranger, celui de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., qui joue certainement un rôle important. Mais je crois qu'il correspond aussi à une tendance de fond qu'on observe dans plusieurs pays et qui fait que il y a un travail de l'islam au sein de sociétés ouest-africaines. Ça a pris une forme wahhabite et puis djihadiste au nord, wahhabite au sud, et puis il y a en Sardine version Haïdara parallèlement au wahhabisme. Mais je crois que tout ça fait partie du même phénomène. Sur la question du développement des associations musulmanes, écoutez justement le fondateur de l'association Ansar Din, qui n'a rien à voir, je le rappelle, avec le terrorisme, Chérif Ousmane Madani Aïdara. Association créée. La multiplication des associations islamiques grâce à la démocratie n'était pas forcément liée à la promotion de la religion. Nous sommes dans un pays pauvre, il faut le connaître. Donc la plupart ont été créés à dessein pour avoir des ressources provenant des pays arabes. Parce que les premiers qui l'ont créé ont eu quelques subventions, quelques aides arabes. Donc du coup, ça a suscité l'engouement pour les associations islamiques. Mais si vous prenez ces associations, par centaines, il n'y a qu'une proportion vraiment très faible qui sont des vraies associations représentatives sur l'échiquier national. Et pour Mahmoud Dicko, comment expliquer justement ce développement des associations musulmanes au Mali,
La question lui a été posée par notre correspondant David Bachet. En tout cas, c'est une dynamique qui a permis à tout le monde de se développer. Et ça a coïncidé aussi à un retour massif de jeunes gens qui sont allés étudier dans de différents pays musulmans, arabes, notamment en Arabie Saoudite, au Soudan, en Iran, en Égypte. C'est des milliers qui sont retournés. Donc, ça a donné une situation de boom. Voilà. Est-ce que cette double dynamique, à la fois démocratique, politique d'un côté, et musulmane, religieuse de l'autre, est-ce qu'elle n'a pas fait de la mosquée, pour la première fois dans ces années 90, un lieu de débat politique ? Oui, comme je l'ai dit, il y a un changement radical dans tout. Les mentalités ont changé, les hommes, les acteurs ont changé, les imams, ce n'est plus les mêmes imams, parce que vous avez de milliers de jeunes gens qui sont venus de ces différents pays avec des grands diplômes. Ils ont côtoyé aussi des endroits où les mosquées sont des lieux de débat. Forcément, ça a une influence sur ce qui va se passer au Mali. Et ça a eu cette influence, effectivement. Surtout que s'il y a un déficit dans ces différentes formations politiques qui ne donnent pas satisfaction dans ce qui se dit, ce qui se fait, le débat n'est pas tout à fait ce que la population souhaite. Le débat peut se transférer dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans le marché, dans n'importe où. Chérif Ousmane Madani Aïdara. Oui, pourquoi pas, parce que anga slamé doubin politique sera comme Oui, c'est vrai. À cette époque, certains de nos imams ont flirté avec la politique. Ils ont prêché la parole politique dans la mosquée et ont appelé les fidèles à voter pour telle personne, en prêchant pour des candidats. Et est-ce que vous pensez que ça a favorisé l'émergence d'une conscience politique parmi la population malienne? Politique parce que oui, sans doute, ça a développé un comportement, un esprit de plus en plus s'intéresser à la politique dans les milieux musulmans. Mais nous avons toujours mis en garde les leaders musulmans par rapport à la politique. Au Mali, on ne peut pas interdire la politique aux musulmans parce qu'on est un pays à 95% musulmans, mais les leaders doivent rester en dehors du champ politique. Les leaders religieux. Les leaders religieux, je veux dire, doivent rester en dehors du champ politique pour un recours en cas de mésententes majeures dans la société. Ceci constitue les arbitres. Et pourtant, la politique a fait son entrée à la mosquée au Mali dans les années 90. Ces mêmes années 90 où le FIS, le Front islamique du salut, basculait dans la violence et appelait au djihad en Algérie, suite à l'annulation des élections de décembre 1991, justement gagnées par le FIS. 10 ans plus tard, en 2002, devant la multiplication des mosquées et des associations musulmanes de toutes obédiences dans le Mali, l'État décide de créer le Haut Conseil islamique destiné à représenter les musulmans maliens face aux autorités. Le 17 janvier 2002, on l'annonce sur RFI. Au Mali, création hier à Bamako du HCIM, du Haut Conseil islamique du Mali, un organisme censé représenter l'ensemble des musulmans du pays et censé les protéger des dérives fondamentalistes. Le président de ce Haut Conseil islamique, Abi Tierno Aboubakar Thiam, interrogé par Boniface Vignon. Les associations islamiques sont très nombreuses maintenant au Mali. Nous sommes à 106 associations inscrites officiellement. Et chaque association s'évolue dans son milieu. Et souvent, il y a des confrontations idéologiques suivant des différences qui existent entre les écoles islamiques. Donc, cela ennuie un peu la vie des musulmans dans notre pays. Donc, nous voulons les canaliser, suivant un programme bien déterminé. Bon, an bɛ se ka min don an na
an y'a mɛn ko faamaw de y'a sigi pour que Mali silamɛw bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. C'est vrai, le Haut Conseil en 2002 a été créé par le président Alpha Omar Konaré à la fin de son dernier mandat. Et l'objectif, c'était pour rassembler les musulmans au sein d'une unique association fédérée et qui est un seul interlocuteur de l'État laïque et réduire les divergences entre les musulmans. Donc, rassembler, unir les musulmans en une seule voie, en une seule conduite. C'est ça l'objectif du Haut Conseil. Et alors, objectif rempli, ou est-ce que les divergences entre les musulmans ne se sont pas rassemblées au sein de ce Haut Conseil? Bon, silamɛw ma fara ɲɔgɔn kan. Silamɛw ma fara ɲɔgɔn kan. Faama yɛrɛ y'a dabɔ min kama a taara k'u bolo dan. Olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini bi. L'objectif n'a pas été atteint parce que le rassemblement attendu n'a pas eu lieu. Et l'objectif visé par les gouvernants n'a pas été, à mon avis, atteint aussi, parce que ceci se cherche aujourd'hui avec l'islam dans notre pays. Donc, personne n'a eu son compte. Chérif Ousmane Madani Haïdara dans la Marche du Monde, fondateur de la puissante association Ansar Dine, qui n'a rien à voir avec l'association terroriste du même nom, on le répète systématiquement, et par ailleurs vice-président du Haut Conseil islamique. Il garde en effet une certaine liberté de ton par rapport au Haut Conseil, mais en ce qui concerne le code de la famille, il s'est finalement rallié à la majorité, et ATT, le président Amadou Toumani Touré, s'est imposé à l'époque de soumettre ce projet de loi à une deuxième lecture. Pour la quiétude et la paix sociale, il s'impose de renvoyer le code des personnes et de la famille à une deuxième lecture pour nous permettre d'obtenir l'adhésion, la compréhension de nos compatriotes. Notre souhait, au-delà de toute considération, est de ramener la quiétude et de sauvegarder l'unité nationale qui nous est particulièrement chère. Explication de Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique. Nous étions opposés tout simplement parce que nous pensons que dans ce fameux code, il y a quand même des dispositions qui girent avec certaines valeurs sociétales et religieuses dans notre pays. En réalité, ce n'est pas le code en tant que tel. Il y a quand même certaines dispositions de ce code dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Notamment le problème de l'héritage. Parce que pour nous, nous sommes des musulmans, l'héritage est réglé d'abord par notre religion. Et il n'est pas question pour nous de laisser ce que la religion a à dire et régler ça autrement. Pour être concret, ça veut dire que la femme récupérait les mêmes droits que les hommes et que ses frères au moment de la succession. Oui, vous savez, les gens ils prennent quelque partie de cette disposition religieuse pour faire une interprétation un peu erronée. Il y a des cas dans lesquels ce que la femme gagne, l'homme ne gagne pas ça. Ça dépend de quelle manière. Il y a des situations dans lesquelles effectivement l'homme a certainement le 2/3 de ce que la femme doit obtenir, mais ce n'est pas dans tous les cas de figure. Les gens ne le savent pas, et ce n'est pas une injustice du tout. Et loin de nous aussi de penser que quelque chose pour nous qui est réglé de façon divine, et que ce Dieu qui a dit que ça soit ainsi, dire que ce n'est pas exact et que ce n'est pas équitable, c'est blasphémer, c'est pour nous. C'est ce qui permettait aux droits des femmes d'évoluer qui a été rejeté. C'est pas au droit des femmes d'évoluer, non. Vous savez, il faut que les gens acceptent aussi que le monde est divers, le monde est pluriel, le monde ne peut pas être unipolaire comme ça. L'universalité ou l'universalisme de ces droits, je ne sais pas qui les a décrétés. Je ne sais pas depuis quand les gens se sont réunis pour dire ensemble que dans le monde entier, ça c'est d'accord, c'est universel. Il y a des choses qui sont universelles, boire, manger, et se vêtir, droit au logement. Tout être dans ce monde-là a droit à cela. Mais il y a des choses quand même que les gens ont de spécificités. On doit nous accepter cela. Dans aucun pays, personne ne veut du mal à sa fille ou sa femme ou sa sœur. Penser que nous ne voulons pas le bonheur de nos femmes, c'est vraiment nous insulter même, à la limite. La marche du monde.
Je rappelle effectivement que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique à tous les humains. Alors pour Jean-Loup Hamzel, spécialiste du wahhabisme au Mali, la position du Conseil islamique est tout à fait cohérente. De toute façon, le Mali est un pays à 99% musulmans et 99% peut-être de la population se définit comme musulmans, en tout cas n'ose pas se définir, même s'il y a des païens, s'il y a des fétichistes ou des animistes, les gens n'osent pas affirmer sur la place publique qu'ils le sont. Dans le cadre du code de la famille malien, la polygamie est certes permise, on peut avoir jusqu'à 4 femmes, ce qui correspond à la loi musulmane, mais une fois qu'on est marié à une femme, il faut l'autorisation de la première pour en prendre une deuxième, etc., etc. Donc, il y a quand même des limitations à la polygamie dans le code de la famille. Et donc, c'est pas un hasard si les wahhabites qui, malgré tout, ou les sunnites, veulent instaurer la charia, veulent précisément supprimer ce code de la famille qui a, malgré tout, une certaine composante, une certaine inflexion laïque. Alors ça, je crois que c'est important de le souligner. Au mois d'août 2012, le gouvernement malien a créé un ministère des Affaires religieuses et du culte et on a confié le portefeuille au docteur Yacouba Traoré, membre du Haut Conseil islamique. Est-ce que cela signifie que le Mali pourrait renoncer à la laïcité? La réponse de Haïdara. Bon, Nasr laïka mais république islamique ne bolo ala yere dienda chomna ne bi fait malika tuti. Moi, je préfère que le Mali reste tel que Dieu même a créé le monde. Ils vivent dessus des croyants, des non-croyants, des hypocrites, toute catégorie et toute idéologie. Le Mali ne fait pas exception à cette règle, c'est mon point de vue. Donc, on peut vivre en harmonie et on peut vivre tranquillement dans un état où tout le monde il respecte, tout le monde y vit, tout le monde laisse l'autre faire sa religion, sa culte spirituelle. Ce que vous dites, ça implique que vous seriez contre l'application de la charia au niveau national? Bon, non, c'est pas... bon, dit charia contre la même, mais fait qu'à 1000 fois, ni charia bi l'islam au déca, charia ti boli malika. Si c'est la charia, moi je suis musulman, je ne suis pas contre la charia, mais la charia s'applique à moi musulman, non pas à celui qui n'est pas musulman. Il ne faut pas faire l'amalgame entre charia pour la religion et charia pour l'État. On demande une charia pour les personnes dont cette charia s'applique, qui sont les musulmans. Donc oui, je fais partie des premiers qui ont demandé que les musulmans acceptent la charia, mais pas la charia telle que vous posez la question comme une charia État. Pas d'inscription de la charia dans la constitution de l'État malien, nous dit Chérif Ousmane Madani Haïdara. Je vous propose maintenant d'écouter la réponse de Mahmoud Dicko à la question suivante. La création d'un ministère des Affaires religieuses et du culte signifie-t-elle la fin de la laïcité? Si ce ministère a été créé, vous voulez qu'on crache dessus? Non, nous pensons que c'est une bonne chose. Dans tous les pays, il y a ça. Il y en a en Guinée, il y en a au Sénégal, il y en a au Niger, il y en a en Algérie, il y en a au Maroc. Pourquoi au Mali, c'est un problème? Ceux qui y voient un problème, y voient une remise en cause, un début de remise en cause de la laïcité de l'État. Pour vous, c'est le cas? Mais le Premier ministre français, il est en train de partir aujourd'hui au Vatican pour aller assister à l'installation du pape. Le pape, qu'est-ce qu'il est? Il est un chef religieux. Pourquoi le Premier ministre de la France s'intéresse? Il n'a pas fait son entrée au gouvernement français, alors que le Haut Conseil islamique a un représentant à présent qui fait partie du gouvernement malien. Même est un gouvernement, c'est un État, il a des ambassadeurs. Est-ce que c'est pas un religieux? Je ne dis pas qu'il est impossible que le Mali devienne un État religieux. Je vous demande si c'est ce que vous souhaitez et si c'est ce que la création de ce ministère induit peut-être pour la suite. Non, ça n'anticipe pour rien. C'est une session, il faut gérer seulement les affaires courantes des religions, de façon générale. Mais ce que je veux dire tout simplement que moi je comprends pas ce que les gens veulent, parce que je vois tous les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui sont en train de se précipiter pour aller à Rome aujourd'hui. Ils vont aller dans une église, ils vont aller prier, ils vont aller chez un religieux, mais leurs États sont des États laïcs. Pourquoi ils vont là-bas? Ce que vous dites, c'est qu'on peut parler de religion, on peut travailler avec la religion dans un État religieux sans être un État religieux. Oui, bon, État religieux, vous savez, tout ça là, ça dépend des hommes. Ça dépend de leur compréhension, ça dépend de leur façon de faire. Et la vôtre? Votre façon de faire, votre façon de voir les choses? Mais ce que je dis, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens
Ils nous interdisent, c'est qu'ils s'autorisent eux-mêmes. Néanmoins, Chérif Ousmane Madani Haïdara exprime son inquiétude quant à certains courants radicaux de l'islam présents dans le nord du Mali, mais aussi à Bamako. Vraiment, vraiment, parce que on boulot, nous parce que dongo arabou bina. C'est vrai qu'aujourd'hui au Mali, il y a certains comportements qui nous inquiètent parce que ceux-ci sont partout, que ce soit au nord, ils sont ils sont encore nombreux à être de plus en plus vus au sud ici. Et ces gens bénéficient de l'appui financier des pays arabes et qui soit pour construire des mosquées. Et nous sommes dans un pays pauvre. La meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de lui apprendre un métier où il peut trouver à gagner son pain quotidien. Mais nous considérons ceci, c'est des campagnes pour amener un islam d'un autre comportement. Et ça, vraiment, ça nous inquiète. La construction de ces mosquées sont des campagnes pour un futur, une autre idéologie religieux en gestation, pour lesquels nous sommes vraiment inquiets. Ces pays qui financent ces mosquées, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, c'est d'autres? C'est les Arabes. Araboudo. C'est les Arabes. Avant de clore ce magazine, nous revenons sur la destruction des lieux de culte par les djihadistes au nord Mali et nous laisserons le mot de la fin à Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamique. Djingareber, édifice mythique construit en banco en terre au XIVe siècle. C'est la mosquée du vendredi. 14 000 personnes s'y réunissent chaque fin de semaine et l'UNESCO l'a classé récemment patrimoine mondial en péril. C'est un lieu fondamental pour les musulmans, notamment pour les grandes familles soufis de la cité. Les islamistes ont pour le moment détruit 2 mausolées qui jouxtent la partie ouest de la grande mosquée. Vers 8 heures, il y avait une quarantaine de moudjahidines dans Sardine qui ont été cassés. Les grandes mosquées de Djingareber, il y avait un saint qui s'appelle Mohamed El-Foulani. Ils ont fait tomber la maison dans laquelle il se trouve, quoi. Ils ont détruit tout ce qu'on a. Je suis mécontent, je n'ai pas de force pour me défendre. Tous les accès à la grande mosquée sont bloqués. Des 4x4 équipés d'armes lourdes sont stationnés au carrefour. Personne ne passe, personne n'est autorisé à regarder. Les islamistes ne veulent apparemment pas d'images. Ils ont pris de force les caméras de certains journalistes locaux. Et pour les anciens de Tombouctou, c'est le désespoir. Les islamistes sont venus armés jusqu'aux dents. Ils ont bloqué la rue. Personne ne passe. Ils sont là-bas actuellement. Je suis vraiment touché. Je suis vraiment touché. Il y a même des gens qui sont en train de pleurer. Des vieilles personnes. On va repartir dans le Nord Mali, si vous voulez bien. Oui. Malgré la signature en 92 du pacte national, on a souvent accusé Amadou Toumani Touré d'avoir abandonné le Nord. Vous, est-ce que vous pensez que ces dernières années, l'État a manqué de jouer son rôle dans le Nord? Est-ce que vous pensez que le Nord a été délaissé? Oui, ce n'est pas parce que je pense, mais c'est la vérité. Penser, ça, c'est quand vous doutez de quelque chose. Moi, je suis du Nord, je sais. Vous prenez le Nord du Mali, vous prenez de la frontière algérienne jusqu'à Nyono, il n'y a pas 1 kilomètre de goudron. Il n'y a presque rien. C'est des vérités, c'est des choses qui sont réelles. Maintenant, c'est vrai que tout le Mali aujourd'hui souffre. Le Mali est un pays pauvre. Mais en réalité, il faut reconnaître que beaucoup de choses n'ont pas été faites par l'État et leur politique aussi après le pacte. Tous les projets, on a donné ça à des gens qui se sont remplis les poches, ils ont fait ce qu'ils veulent, avec la complicité, la passivité de l'État malien. Donc c'est l'État qui est responsable. Et qui est responsable aussi de la situation à laquelle nous sommes parvenus aujourd'hui? Mais ils sont responsables. Ces islamistes, Akmi et autres, là, ils étaient dans le nord du Mali. Qui leur a donné l'autorisation de rester là-bas? Ce n'est pas nous, c'est l'État. Ceux qui devraient interpeller l'État pour leur demander des comptes sur ça,
c'est les élus. Est-ce qu'ils l'ont fait? Pendant 10 ans, on est là, tout le monde est là. Ces gens-là sont restés ici depuis qu'ils étaient dans des grottes, jusqu'à ceux qui sont revenus dans des villes pour se marier, pour s'établir. Tout le monde les connaissait. Ils prenaient des otages, ils viennent les monnayer ici. Aussi, au vu de tout le monde, personne n'a dit mot. Mais s'il y a un problème aujourd'hui, mais c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État, il ne faut pas dire autre chose. Mais ces islamistes, on leur a ouvert le boulevard. Si vous leur donnez la route pour leur dire de venir prendre un pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre. Une fois de plus, le Haut Conseil islamique condamne sans aucun équivoque la violence du terrorisme, mais aussi la déficience de l'État malien. À l'heure où les Maliens revendiquent plus que jamais leur identité musulmane, la parole des imams semble porter plus loin et plus fort que celle des politiques. Mali, terre d'islam. C'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Sophie Janin avec la complicité de notre correspondant à Bamako, David Bachet. Exprimez-vous à l'adresse suivante, marche.monde@rfi.fr. Podcastez, cette émission, c'est la vôtre.